Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, campagne présidentielle en Gambie. 6 candidats sont en lice pour l'élection du 4 décembre prochain. Parmi eux figure le président du Congrès démocratique de la Gambie, Mama Kandeh, qui se présente comme le candidat du changement. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se poursuit en Afrique du Sud. Cet événement a pour principal objectif de réunir des agents continentaux et mondiaux pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique. Et puis, la COP26 de Glasgow a laissé un goût amer aux États africains. Les pays du continent n'émettent pour l'instant que 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais sont les plus impactés par les changements climatiques. C'est le cas du Kenya, comme nous le verrons dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, la CEDEAO a établi mercredi 17 novembre une liste de 149 personnalités du gouvernement malien et du Conseil national de transition visées par des sanctions individuelles. Tous les membres du gouvernement et du CNT sont visés. Seul le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne figurent pas sur cette liste. Dans son communiqué publié mercredi, l'organisation sous-régionale s'est dit convaincue que l'imposition de sanctions ciblées est susceptible de créer une atmosphère favorable au retour de l'ordre constitutionnel et à l'état de droit ainsi qu'au maintien de la paix et de l'intégrité territoriale du Mali. La campagne présidentielle bat son plein en Gambie. 6 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel du 4 décembre 2021. Parmi eux, le président sortant Adama Barrow ou encore Mama Kandeh, le leader du Congrès démocratique de la Gambie. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Mama Kandeh se dit déterminé à combattre la corruption. Aïssa Toubari. À 56 ans, Mama Kandeh se lance à l'assaut du fauteuil présidentiel. On le présente comme le candidat du vrai changement, classé 3e avec 17,7% des voix aux dernières élections en 2016. Mama Kandeh espère cette fois-ci remporter le fauteuil présidentiel. Une fois élu président, il compte s'atteler à l'épineux problème de la corruption qui gangrène le pays. Nous allons combattre la corruption à la lettre. Il existe de nombreuses façons de lutter contre la corruption. La justice semble aveugle face à ce fléau comme face aux saisies records de cocaïne. Et nous savons que la corruption est endémique dans ce pays. Mama Kandeh est le président fondateur du parti d'opposition, Parti du Congrès démocratique GDC. Depuis le début de la campagne, il s'offre partout à travers le pays des bains de foule en liesse. Au cours de sa carrière politique, Mama Kandeh a occupé de nombreux postes politiques, accumulant ainsi une expérience et expertise pratique de leadership sur les questions locales et internationales. C'est un politicien qui est assez altruiste. Il a beaucoup œuvré dans les zones rurales, ça il faut lui reconnaître. Maintenant, c'est celui qui est arrivé en 3e position à l'élection de 2016. Aujourd'hui, la configuration de l'arène politique a changé et il décide toujours de faire cavalier seul. Il n'y a pas de coalition politique entre son parti et les autres partis politiques, ce que je trouve dommage parce qu'il aurait peut-être plus de poids politique s'il accepterait d'aller vers une coalition. Ce n'est pas le cas, on verra. Mais c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, qui n'était pas loin d'avoir un quart de la population dans les urnes à l'élection de 2016. Le président du GDC jouit dans les sondages d'une position confortable lors des joutes présidentielles de décembre 2021. Il faut souligner que l'élection du 4 décembre sera la première depuis le départ du dictateur Yahya Jammeh. Elle est considérée comme un test de la transition démocratique du pays. Également dans l'actualité, le Zimbabwe essuie un refus du Fonds monétaire international. Après avoir effectué une mission virtuelle d'1 mois dans le pays, le FMI a déclaré dans un communiqué publié mardi 16 novembre ne pas être en mesure d'offrir un soutien financier au Zimbabwe en raison de sa dette insoutenable et de ses arriérés impayés. Le Zimbabwe, qui a souffert d'épisodes d'hyperinflation au cours des 15 dernières années, n'a pas reçu de financement de prêteurs comme le FMI et la Banque mondiale depuis plus de 2 décennies en raison d'arriérés. Le pays a une dette de plus de 10 milliards de dollars, dont la plupart est en arrérage. En septembre, le gouvernement a déclaré avoir effectué des remboursements symboliques de la dette à certains créanciers pour la première fois en 20 ans.
Un financement supplémentaire dédié à la construction de la Transgabonaise. La BDEAC a accordé un prêt de 65 milliards de francs CFA aux autorités gabonaises, une somme qui s'additionne aux 45 milliards de francs CFA décaissés par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon. Joël Ballot. Longue de 780 km, la Transgabonaise est la ligne de chemin de fer reliant Libreville à Franceville. Cette dernière va subir de gros aménagements grâce à la signature ce 16 novembre d'une convention de financement de 65 milliards de francs CFA octroyée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Une enveloppe qui permettra d'accélérer les travaux en réalisant des études techniques, environnementales et économiques sur l'ensemble du tracé entre Libreville et Franceville. Nous sommes actuellement en phase de développement de ce projet. Nous avons entamé un premier tronçon entre le PK24 et le PK105, réalisé actuellement par un constructeur et qui est en train d'accélérer cette phase de travaux. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir boucler notre période de développement avec l'aide de la BDEAC. Ce projet de réhabilitation et d'exploitation de la Transgabonaise fait partie du plan directeur consensuel de transport en Afrique centrale, un point d'entrée et de sortie qui va créer un marché pour marchandises et services, faciliter la circulation des personnes et des biens entre les pays africains de la sous-région. Une subvention supplémentaire qui s'ajoute aux 45 milliards de francs CFA octroyés par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon qui va permettre de relancer l'économie du pays affaiblie par la crise sanitaire à coronavirus. On s'attend à ce que la nouvelle subvention de 65 milliards de francs CFA à la Transgabonaise aide à respecter les nouvelles échéances concernant la livraison de ce projet. En matière d'échange dans le pays, on s'attend à plus de mouvements de population et à davantage de transactions économiques, même si l'absence d'un véritable secteur productif pourrait compromettre cette attente. Entre 2016 et 2020, l'Office national de l'emploi du Gabon a enregistré plus de 64 000 demandes d'emploi. Aussi, ce projet qui s'inscrit dans le plan d'accélération de transformation de l'économie gabonaise va permettre de relever le secteur de l'emploi, réduire le temps de trajet, connecter les régions rurales et améliorer le développement commercial et touristique du Gabon. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine bat son plein à Durban, en Afrique du Sud. Initialement prévue du 8 au 14 décembre à Kigali, au Rwanda, cette foire organisée par Afreximbank en collaboration avec la Commission de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux intra-africains. L'événement, placé cette année sous le thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie », prend fin le 21 novembre. La Côte d'Ivoire abritera par ailleurs sa 3e édition. Le ministre du Commerce ivoirien Souleymane Diarra-Souba est au micro d'Ange Nomenyo, notre envoyé spécial à Durban. La foire commerciale intra-africaine bat son plein à Durban, en Afrique du Sud. Nous sommes actuellement sur le stand de la Côte d'Ivoire, pays qui a d'ailleurs été choisi pour organiser la prochaine foire commerciale intra-africaine en 2023. Pour ce faire, nous avons tendu notre micro au ministre du Commerce ivoirien qui nous a livré ses premières impressions après le choix de son pays pour organiser cet événement panafricain. C'est un sentiment de fierté. Également, cela démontre en fait que notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est engagé dans la bonne direction, a le cadre qu'il faut par rapport à la paix, à la stabilité, à les infrastructures qu'il faut pour pouvoir accueillir cet important événement, qui est un événement qui, encore une fois, est consacré au secteur privé. Et sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire déjà pour bien accueillir cette foire et pour montrer au monde entier, à toutes les parties africaines, qu'on peut faire de bonnes affaires en Côte d'Ivoire, parce que en fait, cette foire consacre en fait la Côte d'Ivoire comme le premier pays de l'Afrique francophone. Voilà, nous sommes en présence du président de la Confédération des PME en Côte d'Ivoire. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, votre pays a été choisi pour organiser la prochaine foire commerciale intra-africaine. Alors, quelles sont vos impressions ? Nos impressions sont bonnes. C'est un signe que la Côte d'Ivoire est un pays attractif et que
La Côte d'Ivoire est un pays qui présente beaucoup de possibilités, d'opportunités. Et donc c'est une occasion pour nous de montrer tout notre savoir-faire. Et surtout, c'est une occasion d'intégrer nos économies et de permettre aux petites et moyennes entreprises de montrer leur savoir-faire au cours de cette prochaine foire qui aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc c'est une bonne opportunité pour l'économie ivoirienne, une bonne opportunité pour les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. Nous continuons de vous montrer l'ambiance qui règne ici à Durban en Afrique du Sud pour cette foire commerciale intra-africaine. Nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire, pays qui va représenter la prochaine foire commerciale en 2023. Je vous montrerai les différentes expositions qui sont sur ce stand et vous pouvez vous-même prendre la mesure de l'importance des PME en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors que la COP26 de Glasgow s'est achevée le 13 novembre sur un constat mitigé, au Kenya, dans le village de Kajulu, des militants de la cause climatique essaient d'alerter la communauté internationale sur les dangers qu'ils subissent en raison du changement climatique. Nizar El Omrani. Les répercussions du dérèglement climatique sont une réalité implacable. Alors que la 26e conférence des Nations Unies sur le climat s'est achevée samedi en Écosse par un accord en demi-teinte, dans le village de Kajulu, dans l'ouest du Kenya, des militants tentent d'alerter sur les dangers qui pèsent sur eux au quotidien. S'ils peuvent prendre des engagements qu'ils ne peuvent tenir, je peux dire que la COP26 est un échec. C'est un échec pour le Nord et le Sud, c'est un échec pour le monde entier. Nous, le réchauffement climatique nous impacte tous les jours. Selon le dernier rapport de l'ONU, les températures en Afrique augmentent à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Un rapport qui prévoit qu'un réchauffement supplémentaire entraînera des vagues de chaleur plus extrêmes, de graves inondations côtières et des précipitations intenses sur le continent. Pour les habitants des pays concernés, les efforts des États ne sont pas à la hauteur de leurs souffrances. Nous sommes condamnés, car si les changements environnementaux et climatiques ne s'améliorent pas, alors nous n'avons pas d'agriculture. L'agriculture est l'épine dorsale de notre gagne-pain. Sans changement, nous sommes voués à disparaître. En l'absence d'ambition climatique plus courageuse, les mesures annoncées à la conférence de Glasgow augurent d'un réchauffement de 2,7 degrés Celsius à la fin du siècle. Un hommage a été rendu le 13 novembre à Gérard Houllier, presque un an après sa disparition, en présence de plusieurs stars du football africain qui ont évolué sous sa houlette. Un stade a d'ailleurs été rebaptisé en son honneur. José Douglas. Le stade du FC Saint-Leu 95 en région parisienne était à l'honneur pour un baptême tout particulier, car il portera désormais le nom de Gérard Houllier, ancien entraîneur du PSG et de Liverpool, où il a côtoyé de nombreux joueurs de notre continent. Donc vraiment, on est très très heureux d'être ici. On remercie Serge, on remercie d'être venu spécialement de Corse pour il fait l'aller-retour dans la journée, donc c'est vraiment très sympa. Dans le milieu sportif, on ne parle pas beaucoup. Mais pour Gérard, qui a été une personnalité pour nous, et quand on a été sollicité par la ville, on a répondu présent. Je devais venir, donc j'ai accepté d'être là et c'était normal, je pense. Gérard Houllier, moi je l'ai connu en début de carrière, quand j'étais à Lille, et après on l'a suivi dans le parcours du PSG, mais je l'ai connu aussi en équipe de France. Présence aussi du Camerounais Raymond Kala, le Béninois Hippolyte Dambeto, les Algériens Moussa Saïb, Nordine Kourichi et Moustapha Daleb et le franco-guinéen Amara Simba. Un des entraîneurs qui était en place lorsque j'ai débuté chez les Espoirs. À l'époque, on voyageait ensemble. C'est tout un pan de notre carrière sportive, d'amitié. Effectivement, on l'avait connu, il était entraîneur à Nœux-les-Mines, donc c'est symbolique. Le match de gala a attiré un beau public avec une rencontre qui a vu la victoire des Black Stars 1-0 grâce à Amara Simba face aux anciens de Saint-Leu. Rappelons que Gérard Houllier a entraîné de nombreux joueurs issus du continent africain comme les Sénégalais Salif Diao, El Hadji Diouf ou encore le Camerounais Rigobert Song, le Franco-Malien Jimmy Traoré à Liverpool en Angleterre, d'autres Sénégalais comme Jules Bokandé ou Omar Sen, Amara Simba au PSG. Gérard Houllier
est décédé le 14 décembre 2020 à l'âge de 73 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.